Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire table ronde sur le burn-out. Donc aujourd'hui, on va aborder la question du profil du burn-outé après avoir vu la fois précédente la définition du burn-out. Alors pour ce faire, aujourd'hui, je suis accompagné par Diane Lemoine et Florence Monteil, qui sont toutes les deux avocates à Paris, spécialisées en droit du travail et de la sécurité sociale. Et puis Xavier Ménard, qui est à Brest, qui est fondateur du cabinet Dranem Conseil RH à Brest et qui fait partie du réseau RPBO, qui est un réseau de consultants pour la reconstruction post-burnout. Voilà, et également spécialisé en bilan de compétences. Xavier est également l'auteur d'un livre sur le burn-out qui s'appelle Burning Out, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes ou en librairie. On devait avoir le docteur Siméona Clément, qui est médecin du travail et qui a un empêchement de dernière minute, donc elle ne participera pas à la session avec nous. Et donc, je vais intervenir, une fois n'est pas coutume, sur la question du profil du burn-out et sur les références de la Haute Autorité de la Santé. Voilà. Donc, première partie exposée, une vingtaine de minutes. Deuxième partie, questions-réponses. Vous pouvez déjà noter vos questions dans la rubrique questions et on y répondra après. Alors, pour la question du profil du burn-out, donc on a la Haute Autorité de la Santé qui a publié un dossier sur le syndrome d'épuisement professionnel avec indiqué entre parenthèses burn-out. Et donc, dans son dossier, la Haute Autorité de la Santé ne parle pas de profil de burn-out, mais de facteurs de risque, ce qui est très différent. Dans le profil du burn-outé, il pourrait y avoir des éléments sociologiques, par exemple, est-ce que c'est un homme ou une femme? Est-ce que ce sont des gens qui ont plutôt 30 ans ou 50 ans? Est-ce que ce sont des personnes qui sont célibataires ou en couple ou qui ont des enfants ou pas? Est-ce que ce sont des personnes séparées ou divorcées avec enfants à charge ou pas? La HAS ne s'arrête pas sur ces critères-là et elle s'arrête sur des critères de facteurs de risque indépendamment d'éléments qui seraient plutôt sociologiques. Et donc elle indique que ces facteurs de risque sont les conditions d'emploi de tout un chacun et chacune qui sont la base potentielle du risque de burn-out. Donc potentiel, hein, c'est-à-dire que les mêmes facteurs de risque ne vont pas produire chez tout le monde un burn-out. Voilà. Et donc, pour ce faire, elle s'appuie sur le rapport qu'on appelle le rapport Golac, hein, qui avait été commandé par Xavier Bertrand quand il était ministre du Travail. Et donc, ce rapport remis en 2011, lui avait identifié 6 domaines de risques psychosociaux. Et la HAS donc s'appuie sur ces 6 domaines pour en déterminer les 6 facteurs de RPS. On pourrait dire que dans ce sens, le burn-out, c'est l'échec de la prévention des RPS, ce qui pourrait être une autre définition du burn-out. Et donc, il y a l'intensité et l'organisation du travail, hein, bien sûr la question de la surcharge de travail, qui est un facteur de risque. Et donc, la personne qui a une activité professionnelle avec cette surcharge de travail, eh bien, elle entrerait dans ce profil de la personne à risque. L'imprécision des missions, les objectifs irréalistes sont des facteurs de risque. Les exigences émotionnelles, avec la confrontation à la souffrance. Et là, pour le coup, le personnel soignant, le personnel dans le domaine de l'éducation, alors à la fois l'éducation nationale, mais aussi les travailleurs sociaux, sont des personnes qui sont les plus exposées à ces facteurs de risque-là. Et donc, de ce fait, entre dans la question du profil plutôt à risque. La question de l'autonomie et de la marge de manœuvre, avec l'autonomie comme pas assez d'autonomie ou trop d'autonomie, qui est un facteur de risque. Les relations dans le travail, tout ce qui est conflit interpersonnel, soit à l'intérieur de l'entreprise ou avec des externes, hein, par exemple des clients, des patients, des entreprises partenaires. La question du manque de soutien dans le collectif de travail, être isolé, et puis le management délétère. La question des conflits de valeurs, être en conflit de valeurs est un profil, je dirais, psychologique ou cognitif qui est à risque. Le fait d'avoir des valeurs qui nous invitent à faire notre travail de telle manière ou faire telle chose dans le travail, et puis
les ordres que l'on a d'agir autrement et qui crée ce qu'on appelle une division psychique avec d'un côté ce qu'on souhaite faire, de l'autre côté ce qu'on doit faire. Et ça, ce conflit de valeurs qui peut se décliner de différentes manières est un facteur de risque également. Et puis l'insécurité de l'emploi, qui peut être psychique avec des réorganisations. Les personnes qui sont dans des entreprises, dans des grands groupes qui sont sans arrêt en réorganisation, et même une nouvelle réorganisation démarre alors que la précédente n'est pas terminée, les expose à des facteurs de risque. Et donc, ça entre dans les critères de profil. Alors, la Haute Autorité de la Santé accorde également une part importante sur la question du personnel soignant, à cause de la pénibilité du travail, le fait de travailler sur des horaires décalés, de travailler de nuit, dans des conditions, on voit bien avec l'actualité, qui sont pas optimum. La confrontation avec la souffrance des personnes et puis la mort est un facteur de risque. Et puis, le fait de prendre en charge des personnes en entrant dans l'intimité des personnes également, chez les personnels soignants, constituent des facteurs de risque. Donc, du côté de la Haute Autorité de la Santé, il n'y a pas un profil type, mais un profil qui se construit à partir de ces facteurs de risque issus des 6 facteurs de risque du rapport Golac, et qui, si un travailleur, une travailleuse est dans ces conditions-là, elle présente effectivement le profil d'une personne qui va être plus exposée qu'une autre à ce risque de burn-out. Voilà pour cette partie sur l'aspect, on pourrait dire, médical avec la Haute Autorité de la Santé. On va passer maintenant à la partie de Florence et Diane sur la question du droit et de leur expérience. Je charge le diaporama. Oui. Voilà. À vous de prendre la main sur le déroulé du diaporama. Diane, Florence. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Merci de participer à cette table ronde. Donc, nous accompagnons principalement les employeurs. Donc, on les conseille et on les soutient dans leur relation de travail avec les salariés. Et cette question du profil du burn-outé, elle est quand même récurrente avec nos clients qui sont quand même soucieux pour la plupart de savoir si on est en présence d'un salarié victime du burn-out ou pas du tout, ou si on est sur une zone grise. Donc, on va vous présenter donc quelques retours d'expérience de salariés qu'on a eu. Donc, alors, je suis désolée, on n'arrive pas à passer la diapositive suivante. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, super. Ah, super. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, les retours d'expérience que nous avons eus, nous, en tant qu'avocats, avec notre vécu, donc des salariés et des employeurs également. Donc, évidemment, il y a toujours une très grande différence entre le dossier dans lequel il y a un diagnostic qui est posé, calé, et donc, évidemment, ce sera décisif dans la constitution d'un dossier, soit dans le cadre d'un conseil, soit dans le cadre d'un contentieux. De la situation, le diagnostic médical n'est pas posé. Et là, c'est grâce à notre expérience que l'on peut parfois quand même détecter certains signaux qui permettent d'alerter de la réalité de cette situation. Et du côté des employeurs, et bien évidemment, là également, une fois que le diagnostic est posé, il y a un accompagnement spécifique à réaliser. S'il ne l'est pas, mais que malgré tout, il y a des signaux d'alerte, il y a une autre forme d'accompagnement à effectuer avec nos clients employeurs. Tu peux passer à la suivante, Sébastien, si tu veux bien. Merci. Alors oui, donc comme vous l'a expliqué Florence, on va essayer de vous présenter très sommairement notre retour d'expérience, à la fois quand nous avons des dossiers où il y a des salariés qui sont victimes de burn-out, et puis notre expérience évidemment d'accompagnement d'employeurs. Donc sur les salariés, d'abord un constat évident, nous sommes avocats et nous n'avons évidemment pas la capacité de diagnostiquer comme ça d'emblée médicalement bien évidemment un burn-out, puisque c'est un autre
notre métier. Nous laissons ça aux professionnels, évidemment, professionnels qui sont multiples comme tout le monde l'imagine, hein, c'est-à-dire que ça peut être évidemment les médecins dédiés, médecins généralistes qui peuvent être les premiers interlocuteurs, mais évidemment d'autres personnes, médecins plus spécialisés. Et donc, nous ne sommes pas médecins, mais nous ne sommes pas non plus aussi, ça paraît évident, sociologues du travail, et nous ne sommes pas psychologues. Donc, en réalité, très concrètement, quand un salarié ou un employeur nous contacte, mais dans le cas-là de dossiers de salariés, eh bien, on essaye de comprendre. Donc, comme l'a dit Florence par notre expérience, on essaye de voir émerger par un faisceau d'indices s'il s'agit d'un cas de diagnostic de burn-out ou pas. Pour quand ça l'est pas, quand il n'y a pas de diagnostic posé, on va tout de suite essayer de faire un temps d'écoute en rendez-vous, en cabinet ou en visio comme il se fait maintenant. Et on va surtout essayer de voir tout de suite s'il y a eu des démarches auprès de médecins, quels qu'ils soient, spécialistes ou pas. Si c'est pas le cas, donner un petit peu d'informations sur cette possibilité de démarche, également auprès de la médecine du travail, avec plus particulièrement les psychologues du travail, les antennes aussi de services dans les hôpitaux de pathologie professionnelle pour commencer déjà à essayer d'affiner ce diagnostic. Donc, notre rôle, oui, c'est vraiment de commencer à orienter, d'aider le salarié ou l'employeur d'ailleurs, hein, à orienter la personne qui se dit victime du burn-out vers les bonnes institutions, on va dire, pour qu'un diagnostic médical puisse être posé. Alors, lorsque le salarié ne possède pas de dossier médical faisant état d'un burn-out, il y a un premier constat quand même qui s'impose à nous par rapport à ce qu'on a vécu dans notre cabinet, c'est qu'il n'y a pas effectivement de profil type. Donc, c'est-à-dire que ça peut toucher tout type de salariés, quelle que soit la catégorie sociale, quel que soit l'âge, quel que soit le secteur professionnel, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer. Il y a un deuxième constat, c'est que très souvent, on s'aperçoit que ce sont des salariés qui se sont énormément investis et qui ont souvent peut-être même eu du mal à un moment à faire la part des choses entre le professionnel et le personnel. Donc, il y a un investissement qui est fort dans leur travail. Il y a un troisième constat, c'est que également très souvent, on s'est aperçu que c'était lié à une charge de travail très importante. Alors là, faire la distinction, est-ce que c'est uniquement la charge de travail qui est très importante ou un problème d'organisation, donc de difficulté à absorber cette charge de travail et un manque de visibilité également dans les objectifs qui sont donnés aux salariés. Et enfin, un quatrième constat, on s'aperçoit que ce sont souvent des personnes qui s'isolent. Si elles n'ont pas été isolées, elles finissent par l'être et avoir très peu de contacts, très peu de soutien au sein de leur structure, collègues, même des fois familiaux, ça peut aussi avoir des répercussions évidemment. Donc ça, ce sont nos constats. Alors, on voulait vous faire part de 2 exemples concrets que nous avons pu traiter et suivre, enfin traiter pas médicalement évidemment, mais d'un point de vue juridique. Donc, il y a un dossier pour lequel on a reçu en rendez-vous donc un salarié. Et donc, ce salarié-là avait un profil très ambitieux. Il était commercial. Il n'avait pas de diplôme, je dirais universitaire ou autre au moment de son engagement, mais une force de travail importante et puis une intelligence de son travail, une très bonne compréhension de ce qu'on lui demandait. Donc, avec des résultats qui ont tout de suite performé, ambitieux, et il a réussi à remplir tous ses objectifs pendant des années. Donc vraiment le salarié modèle, avec un très bon salaire d'ailleurs. Donc voilà. Et puis il y a l'épuisement qui est arrivé, il y a une nouvelle organisation qui est arrivée, qu'il a mal intégré, et il y a eu un élément déclencheur, et ça c'est ce qu'on voit quand même assez souvent. Il y a eu le décès d'un de ses collègues qui est décédé par un infarctus et qui avait des problèmes de relations de travail, et cet élément déclencheur en fait ça a vraiment complètement perturbé son relationnel avec son management et sa direction. Et puis là, il y a eu bien sûr la prise d'antidépresseurs, des arrêts de travail à répétition, arrêts de travail perlés puis continus, des pertes de mémoire, une difficulté à raconter son histoire lorsqu'on l'a reçu, beaucoup de difficultés à exprimer, à avoir le fil de la chronologie de ce qui s'est passé, avec une impression de se trouver dans une impasse personnelle et professionnelle, une difficulté à prendre des décisions. Est-ce qu'on fait un contentieux? Comment on monte le dossier? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on veut une négociation? Est-ce qu'il veut sortir de l'entreprise ou pas? Donc ça a été très compliqué.
Et puis des certificats médicaux que nous avions qui mentionnaient le fait qu'ils relataient des idées noires, des idées sombres et éventuellement des idées suicidaires également. C'est ce qu'on avait relevé dans ce dossier. Alors moi, j'ai aussi un dossier d'une salariée également qui est venue me voir. C'est un dossier qui m'a profondément marqué parce que pour moi, c'était le premier vrai cas très clairement constitué de burn-out. J'en avais pas eu forcément avant. On va vous expliquer dans notre pratique. Souvent, voilà, on peut avoir du harcèlement moral, d'autres idées, mais là, c'était vraiment le premier grand cas. Et cette dame qui est venue me voir, elle était en synthèse très rapide, directrice de marketing dans une société qui était en grosse croissance, gros développement, qui est passée une start-up qui a été absorbée par un groupe. Donc, un service à construire de marketing. Elle se lance corps et âme dans son job. Très peu d'aide, si ce n'est par un directeur. Ce directeur part. Et là aussi, comme dans le dossier de Florence, un nouvel élément déclencheur, c'est que son directeur n'est pas remplacé par quelqu'un du métier, mais par la DRH donc, de l'entreprise qui va superviser cette dame donc, au sein du service marketing. Elle ne comprend pas forcément, cette DRH ne comprend pas forcément le métier de ma cliente, puisque c'est vrai qu'elle exerce d'autres fonctions. Il y a donc sans doute voilà, une prise de contact qui est difficile entre elles. Plus de soutien de sa hiérarchie, contrairement à avant. Et puis, eh bien là, ça va être compliqué puisque la communication devient de plus en plus complexe, voilà, avec des propos qui sont pas délicats, etc. Et la mienne va survivre, ne se met pas en arrêt et puis tombe. Et dès qu'elle tombe, elle a ce réflexe salutaire de dénoncer ce qu'elle vit comme du harcèlement moral. Donc, elle fait un mail fleuve et puis ensuite s'ensuit un licenciement très rapide après une enquête qui a été faite, qui est sans doute pas celle que quelqu'un d'employeur accompagné aurait fait. En tout cas, il y a une mini-enquête, mais elle est licenciée. Et puis ensuite, 3 ans d'arrêt continu, avec une descente tellement basse qu'il a fallu pour elle, lui disait, elle est repartie chez ses parents, apprendre à manger seule, apprendre à remarcher. Voilà, donc ça a pris des mois pour se reconstruire. Et ça, quand on est avocat, qu'on n'est pas confronté, puisqu'on n'est pas médecin évidemment, à ce type de souffrance, c'est complexe parce que pour l'accompagner, c'est pas simple. Les contacts à l'extérieur sont compliqués, donc les contacts avec l'avocat, voilà, il y en a pas beaucoup, ils sont précieux. Il faut essayer d'avancer aussi sur la partie juridique. Voilà, alors sur la slide suivante, donc merci Sébastien. Donc, il y a un diagnostic quand même qui, pour nous, de toute façon, comme on l'a dit, n'étant pas médecin, est quand même difficile et impossible à établir. On n'est pas là pour l'établir, mais n'empêche que on est quand même, de par notre métier, obligé de tenir compte de certains signaux qu'on a pu relater ensemble. Mais c'est vrai que c'est quand même, le burn-out est quand même vraiment à distinguer du stress professionnel intense qui est souvent lié à l'exercice de certaines professions, donc avec une nécessité pour nous avocats d'objectiver cette situation, de devoir trouver des éléments qui sont très concrets pour mettre en évidence une situation potentielle de burn-out et pas simplement avec une situation de stress qui serait liée à la nature du métier. Il faut bien également distinguer les conséquences, les autres conséquences des situations de harcèlement moral, parce qu'il peut y avoir plein d'autres conséquences d'une situation potentiellement de harcèlement moral, des manifestations d'un mécontentement, d'une colère, l'expression d'une rancœur, d'une insatisfaction professionnelle, une envie d'échapper à une relation de travail toxique ou violente. Tout ça, ce sont quand même des manifestations qui se distinguent véritablement quand même du burn-out, même si conjugué et mis bout à bout, ça peut y participer, mais n'empêche que ça ne suffit pas pour effectivement dire voilà, ce salarié-là, eh bien, il est victime d'un burn-out. Et bien sûr, là aussi, c'est difficile à distinguer lorsqu'il y a le non-respect de l'obligation de sécurité de la part de l'employeur. Dans le cadre du travail, il y a des manifestations de peur qui peuvent apparaître de la part des salariés, d'un inconfort matériel, d'une frustration en raison de l'absence de réponse. Et tout ça, évidemment, c'est à distinguer des symptômes du profil du burn-outé, parce que ça peut aussi faire partie de la vie professionnelle que parfois d'être un peu stressé ou de se sentir un peu frustré. Voilà, donc tout cela est finalement une distinction fine à réaliser.
Alors aussi un mot pour finir sur notre retour d'expérience des sociétés, des entreprises, des employeurs qu'on accompagne, puisque c'est l'activité dominante de notre cabinet. Donc nous, quand on est contacté très concrètement par nos clients entreprises qui nous disent, voilà, il y a un salarié qui semble être en souffrance au travail, qu'est-ce qu'on essaye de faire, qu'est-ce qu'on essaye de voir avec eux? Alors, fonction d'interlocuteur, parfois c'est le gérant, parfois c'est le DRH, parfois ce sont d'autres personnes. On essaye déjà de faire un bilan, c'est-à-dire très concrètement, est-ce qu'il y a eu des événements récents dans la vie de l'entreprise, à savoir un déménagement, une restructuration, des nouveaux outils mis en place, hein, ça peut être des forfaits d'heures, de jours, une situation de télétravail qui se met en place. Voilà, est-ce qu'il y a des éléments au cours des derniers mois qui ont impacté potentiellement un ou plusieurs salariés. Ensuite, on essaye aussi de voir très concrètement, s'agissant des managers, s'il n'y a pas eu un peu de pression, des injonctions paradoxales, des conflits de valeurs, des choses qu'on leur a demandé qui n'étaient pas forcément faciles à faire, que ce soit pour réaliser un chiffre d'affaires, etc. Donc, on essaye de faire ce bilan-là. Et puis, une fois qu'on a jugé la situation, très concrètement, pour le salarié qui semble avoir cette atteinte à la santé, cette souffrance au travail, on essaye de voir ce qu'il en est de ce collaborateur-là. Est-ce qu'il y a des signes manifestes? Donc, on regarde justement les fonctions. Est-ce que c'est un salarié qui est extrêmement investi dans son travail? Est-ce que c'est un salarié qui a changé de comportement au cours des dernières semaines, des derniers mois? Est-ce que il y a plus de colère, des remarques qui fusent en réunion? Est-ce que il semble ne pas être bien et pourquoi? Comment ça se manifeste? Est-ce qu'il y a un repli sur soi? Est-ce qu'il y a un refus de dialogue? On essaye de faire un petit peu ce bilan. Et dans la poursuite de ce bilan que nous faisons aussi, on regarde s'il y a eu des arrêts de travail s'agissant de ce collaborateur. Donc des arrêts de travail, par exemple, perlés, discontinus. Voilà, est-ce qu'il y a de temps en temps des arrêts de travail? Est-ce que également il a communiqué éventuellement son malaise à l'oral ou à l'écrit? Donc à l'oral, évidemment, c'est précieux, il faut le prendre en compte. Tout ne doit pas dans la vie d'une entreprise formalisée par écrit. À l'oral, donc qui a entendu, qui a vécu? Est-ce que c'est le supérieur hiérarchique direct? Est-ce que ce sont des collègues? Est-ce que c'est la DRH, le DRH? On essaye de faire le point. Et puis si c'est à l'écrit, évidemment, là aussi, il faut le prendre en compte. Et où est-ce que ça peut se manifester à l'écrit? Par les mails qu'il a pu envoyer, ça c'est évidemment la première source, mais surtout dans les entretiens dédiés qui ont pu être des moments où lui a pu parler à bâton rompu sur son vécu et éventuellement les conditions de travail qu'il estime délétères, son atteinte à la santé. Donc il y a évidemment des espaces dédiés, ce sont les entretiens annuels d'évaluation d'une part, et puis les entretiens sur l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Si le salarié s'est plaint par exemple, d'horaires à rallonge, de charges de travail, etc., ce sont des indices forts qu'il faut traiter. Évidemment, il ne faut pas attendre que la situation soit amplifiée dans le cas des difficultés de santé éventuelles qu'aurait le salarié pour les traiter. Et puis, un autre indice qu'on demande aussi à nos clients, ce sont les bilans sociaux de l'entreprise, s'il y en a, ou les fiches médecine du travail notamment, pour voir le nombre d'accidents du travail, le nombre de maladies professionnelles, le nombre d'arrêts de travail, pour essayer de jauger ça plus particulièrement également. En fait, c'était la slide d'après. Donc, nous, on en a terminé sur cet aspect-là, le profil burn-outé. Ouais. Merci Diane. Et puis Florence, alors maintenant Xavier, je vais changer le diaporama. Oui, merci. Et effectivement, le profil du burn-outé, c'est toujours ou de la burn-outé d'ailleurs, parce que tout à l'heure on dit du, mais ça peut être aussi une personne de sexe féminin. C'est un sujet toujours intéressant parce que c'est un sujet qui forcément fait parler. On a tous un avis, on a tous une observation, une expérience, qu'elle soit personnelle ou via une connaissance. Et donc, c'est toujours intéressant. C'est toujours l'objet de débat. Et vous voyez, pas plus tard qu'hier, en fait, je débattais avec un ancien dirigeant sur le sujet qui avait sa propre vision en fait de ce qu'était le profil d'un burn-outé ou d'une burn-outée. Donc, c'est assez intéressant. Je veux bien qu'on passe sur le slide d'après. Et du coup, ma présentation elle va être en deux étapes. Une première où je vais m'appuyer sur mes propres observations personnelles de consultant bilan de compétences. Et puis, au-delà de ça, bilan de compétences, pardon, de consultant en reconstruction post-burnout.
À côté de ça, je vous parle un peu de ce qui est écrit dans la littérature, parce qu'il y a quelques ouvrages tout à fait intéressants sur le sujet, avec des descriptions de profils qui sont assez symptomatiques, et ou en tout cas à creuser. Je te laisse passer le slide d'après. Alors, mes observations de consultant en reconstruction post-burnout, donc. Effectivement, comme ça a déjà été dit, donc je vais aller assez vite, ce sont des personnes qui sont investies fortement dans leur travail, qui ont une valeur. Alors, investies, j'en fais juste une petite parenthèse, mais vous voyez, sur le site RPBO, on a aussi une plateforme téléphonique d'accueil de bénévoles, en fait, pour des personnes qui appellent en situation de burn-out. Et vous voyez, ce matin, j'ai eu un appel d'une personne et qui était exactement dans ce profil-là de le travail, c'est hyper important. Donc, j'ai une valeur travail très importante. Je suis hyper investi, je travaille beaucoup, beaucoup. C'est une identité sociale aussi, puisque c'est une personne qui voulait trouver sa place dans la société à travers le travail. Donc, il y a évidemment des valeurs personnelles fortes dans ce profil-là, d'éthique, de déontologie. Tiens, je vois qu'il y a une petite coquille, d'honnêteté, avec parfois d'ailleurs des visions faussées de soi-même, en fait. Moi, je suis quelqu'un d'honnête par rapport à l'entreprise qui ne l'est pas. C'est toujours intéressant de voir que ça peut être des fois aussi faussé. Il faut être objectif sur le sujet. Une forte tendance au perfectionnisme et évidemment des capacités naturelles élevées, puisque on l'a dit dans la table ronde d'avant, il y a une forme de résistance qui s'installe. Donc, pour faire un burn-out, il faut être très résistant. Donc, il faut des capacités intellectuelles, mais pas que, physiques, mentales, de résistance très, très forte. Et des personnes qui, du coup, ne prennent pas toujours soin d'elles, au sens où ne s'écoutent pas, n'écoutent pas les signes avant-coureurs que peuvent leur envoyer leur corps. Sur le slide d'après, un peu sur le même modèle de ce que j'avais fait à la table ronde dernière, c'est aussi un profil, ce ne sont pas aussi des personnes faibles, ce ne sont pas aussi des personnes fragiles, ce ne sont pas des personnes émotives, ce ne sont pas des personnes à problème. Voilà des sujets sur lesquels je peux amener à débattre avec des personnes qui ont justement des a priori ou des idées assez préconçues sur ce qui est le profil d'une personne qui fait un burn-out. Alors, Sébastien me presse, je vois passer le slide, donc je passe à l'étape d'après. Sur ce que la littérature, sur ce que dit la littérature, c'est intéressant. Alors, en plus, bien joué Sébastien, parce que voilà, je fais référence à son livre récent, Paradoxe du burn-out, qui nous dit que, et de mémoire, c'est page 109, que ça peut arriver à tout le monde. Ah oui. Si ça peut arriver à tout le monde, pour autant, ces contextes, il y a des contextes qui le déterminent. En l'occurrence, dans son livre, Sébastien nous met en perspective 3 contextes. Donc, les contextes de RPS, donc les conflits de valeurs, la charge de travail, donc ont été abordés et par Diane tout à l'heure, et puis par moi dans mes observations précédentes. Les facteurs psychologiques et cognitifs, avec l'exemple du perfectionnisme, donc qui viennent aussi compléter et donner du sens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, des éléments sociologiques. Y aurait-il une inégalité femmes-hommes en la matière? Alors ça, c'est propre à son enquête qui a été menée, puisque dans son enquête, il y avait plus de femmes que d'hommes. Je n'ai pas d'observation à mon niveau personnel sur le sujet, pour l'instant, en tout cas de mes activités. Le slide d'après, c'est intéressant parce que c'est un regard un peu différent, puisque là, c'est Pierre-Éric Sutter, donc, qui est psychologue du travail, qui a écrit un livre tout à fait intéressant aussi, qui s'appelle « Travailler sans s'épuiser », et qui, lui, part du principe de dire, voilà, nous sommes tous menacés. Et pour construire son raisonnement, donc ce qui sous-entend, si nous sommes tous menacés, qu'il n'y aurait pas de profil type, mais qui se construit son raisonnement sur 2 explications, 2 axes principaux, alors qui sont... ils sont catégorisés, ils sont un peu orientés. Donc, lui, il a une approche, une première explication c'est l'envahissement du technocapitalisme, puisque avec ce technocapitalisme, il y a une forme de déshumanisation dans les environnements professionnels, et notamment avec l'interpénétration des sphères privées et professionnelles, que ce soit via les outils, les réseaux sociaux, mais aussi le temps de travail et les organisations finalement plus globales du monde du travail. La deuxième
explications, voilà, viennent en fait des contradictions du travail que lui, en tant que psychologue du travail, a pu percevoir, avec notamment la contradiction entre l'impératif économique et l'impératif humain, qui sont deux notions qui pour lui s'opposent, les injonctions paradoxales en termes de valeur travail, diffusées largement, y compris dans les environnements politiques, on rentre dans les campagnes et on commence à voir d'ailleurs ce petit discours sur faut que le travail paye, etc. Et en même temps, toutes ces considérations de bah oui, mais on a du temps libre, on a un temps de travail qui diminue, et donc ça crée des injonctions paradoxales, et en particulier sur du coup la construction de l'identité sociale. Troisième élément explicatif de cette contradiction du travail, donc la perte du travail qui lui donne son sens en fait. Et paradoxalement, l'organisation du travail est à l'origine de la perte de sens. C'est-à-dire que si je perds mon travail, c'est une catastrophe puisque j'ai du sens dans ma vie par mon travail. Donc le travail a du sens puisque je ne veux pas le perdre. Et en même temps, eh bien, l'organisation du travail le travail dans lequel je suis, qui est une organisation, peut être à l'origine de la perte de sens en fait que j'ai dans mon rapport au travail. Donc c'est très, là aussi, c'est une injonction paradoxale forte de quelle est la place du travail. Et enfin, pour lui, dans ses explications des profils, c'est le mirage de l'excellence, avec toujours la course à la performance recherchée, que ce soit pour les organisations, mais aussi pour beaucoup d'individus. Donc lui, il a une approche dans le profil, en fait, qui est expliquée très par un prisme du monde du travail. Autre champ de littérature, donc Sabine Bataille, donc, qui elle est sociologue et fondatrice du réseau RPVO, qui nous présente dans son livre Se reconstruire après un burn-out. Elle a une approche différente puisque après son étude académique en fait sur les problématiques de burn-out a défini 3 sociotypes sur les personnes qui font des burn-out. Le premier sociotype, voilà, sont les artistes incompris. Les artistes incompris, avant leur burn-out, étaient des optimistes, entiers, enthousiastes, et mélangeaient totalement la sphère professionnelle et la sphère privée. Leur objectif était la recherche d'harmonie avec leurs valeurs, il manque un mot, tiens, avec leurs valeurs personnelles fortes. Donc là, on a un premier sociotype. Alors, ces 3 sociotypes ont été définis en fait sur des personnes qui avaient fait des burn-out, pas en amont, mais dont elle a pu constater beaucoup de points communs. Le deuxième sociotype identifié sont les ambitieux désenchantés. Donc là, on est sur des profils très impliqués dans leur rôle professionnel, avec une recherche de cohérence entre leurs ambitions et leurs compétences, des personnes très exigeantes. Par contre, sphère pro et sphère privée totalement étanches. Je sépare, il y a un sas entre les deux, il n'y a pas de mélange. Donc là, on est sur un profil initialement, vous voyez, très impliqué au sens ambition professionnelle. Et puis, le dernier sociotype, les funambules en équilibre. Donc, ils sont des profils assez proches des ambitieux, sauf qu'ils ne sont pas désenchantés, eux, au demeurant. Et ils dépendent beaucoup des autres, avec la différence avec les ambitieux, des sphères pro et des sphères privées qui sont mélangées. Et donc ces 3... Vas-y, tu peux passer, Sébastien. Donc là, on a 3 sociotypes différents. Donc vous voyez, c'est assez complexe hein, de définir un profil du ou de la burn-outé. Pour autant, à mon sens, et au regard des différents types de métiers et des différents types de personnes que je peux recevoir, nous sommes tous concernés. Ce sera mon mot de la fin. Merci pour votre attention. Merci Xavier.